Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je dois vous prévenir que l'émission de ce jour n'est pas en direct, mais sera enregistrée pour être diffusée ultérieurement. Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a eu ici en Guadeloupe un colloque organisé par l'Université des Antilles sur le devenir institutionnel de la Guadeloupe. Je suis un ancien de l'Institut Visieuse, qui était l'organisme de formation en droit et sciences économiques qui a précédé l'Université des Antilles. Donc vous imaginez bien que c'est avec le plus grand plaisir que j'ai cédé ma place de ce matin pour faire passer ce colloque. Mais rassurez-vous, je vais enregistrer ce que je devais vous dire aujourd'hui et on va vous le reprogrammer ultérieurement. Je dois vous dire aussi que mon émission de samedi, notre émission de samedi, pas mon émission particulièrement, mais notre émission de samedi sur la rencontre entre le président Arafat et le président Giscard d'Estaing à Paris, a été plébiscitée par nos téléspectateurs. Beaucoup m'ont appelé, et tout particulièrement mon très grand ami, M. Léopold Raymond, qui m'a félicité pour avoir eu à produire un tel document que peu de gens connaissent. En tout état de cause, nous avons décidé de ne pas rediffuser immédiatement parce que j'envisage de faire 2 autres émissions dans la même démarche concernant ce conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui a été d'une grande importance aux côtés du Shah d'Iran. Il s'agit de son dernier Premier ministre, d'ailleurs, M. Chapo Bakhtiar. Chapo Bakhtiar était un Iranien, bien sûr, je vais vous donner son pédigré. Et il a été assassiné à Paris et ça a créé beaucoup de problèmes en France. Je vais vous dire qui est M. Chapo Bakhtiar. De sa jeunesse, Chapo Bakhtiar est né en 1914 à Kanarak, un village proche d'Isfahan, en Iran, fils de Mohamed Reza et Naz Bagoun, tous deux bakhiaristes. Le grand-père maternel de Bakhtiar, Najaf Gholi, Samson El Saltané, avait été nommé Premier ministre 2 fois en 1912 puis en 1918. La mère de Bakhtiar meurt quand il a 7 ans. Il va à l'école élémentaire à Shah el-Khord, puis au lycée, d'abord à Isfahan, puis à Beyrouth, Grand Liban, et il reçoit un baccalauréat d'une école française. Quelle était sa période en France? En 1946, il part pour la France. Il obtient un doctorat de sciences politiques de la Sorbonne en 1939, ainsi que des diplômes de droit et de philosophie. Opposé à toute forme de totalitarisme, il se porte volontaire dans les brigades internationales contre le régime de Franco en Espagne. Toujours dans la même idéologie, il rejoint l'armée française et combat l'Allemagne nationale socialiste dans le 30e régiment d'artillerie d'Orléans. Durant la bataille de France, il participe ensuite à la résistance française. Quelle a été sa carrière politique en Iran? Chapo Bakhtiar retourne en Iran en 1946. En 1951, il est nommé par le ministère du Travail, d'abord en tant que directeur du département du travail de la province d'Isfahan, puis au même poste au Kyrgyzstan, centre de l'industrie pétrolière. En 1953, Mohammad
Mossadegh est brièvement au pouvoir en Iran avant d'être déposé. Sous le mandat de Mossadegh, Bastiat est ministre délégué au travail, puis le Shah est remis au pouvoir par un coup d'État soutenu par les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'était l'opération Ajax. Dans les années suivantes, Chapur Bakhtiar est emprisonné à plusieurs reprises pour un total de 6 ans pour son opposition au Shah. Il est même devenu dirigeant du Front National, alors illégal. Je poursuis. À la fin de 1978, alors que le pouvoir du Shah s'effondre, et parce que Bakhtiar avait été un dirigeant de la résistance, il est choisi pour aider à la création d'un gouvernement civil à la place du gouvernement de salut public qui avait existé jusqu'alors. Il est nommé Premier ministre par le Shah, faisant ainsi une concession à ses opposants, spécialement les partisans de l'ayatollah Khomeini. Bien que ceci ait été la cause de son renvoi du Front National, il accepte le poste car il craint une révolution dans laquelle les communistes et les mollahs prendraient les pouvoirs dans le pays, ce qui pour lui est synonyme de la ruine de l'Iran, ce qui n'a pas manqué que ce fût le cas. L'opposition ne souhaitant pas faire de compromis, le Shah a été forcé de quitter l'Iran en janvier 1979. Bakhtiar quitte clandestinement l'Iran pour la France en avril de la même année, à la suite de la chute de son gouvernement, le 10 février 1979, dû à la déclaration de neutralité de l'armée dans le conflit opposant ses partisans à ceux de Khomeini. Finalement, il est venu en exil en France et il en est mort, assassiné bien sûr. Depuis Paris, Chapur Bakhtiar mène le mouvement de résistance nationale de l'Iran, qui combat de manière non violente la République islamique sur son territoire. Le 18 juillet 1980, il échappe à une tentative d'assassinat à son domicile à Neuilly-sur-Seine, qui coûte la vie à une voisine et à un policier, Jean-Michel Jeanne, et en blesse grièvement un autre, Bernard Vignat. Anis Nakache, en particulier, est condamné à la perpétuité pour cette tentative avant d'être libéré et expulsé en juillet 1990. Mais le 6 août 1991, Bakhtiar est poignardé à 13 reprises, puis égorgé au couteau par 3 assassins en même temps que son secrétaire Sourouch Garibet à son domicile de Suresnes. Son corps ne sera retrouvé que 2 jours après les faits. 9 hommes sont soupçonnés et jugés le 2 novembre 1994 à la cour d'assises de Paris. 6 sont jugés par contumace car en fuite, notamment l'organisateur présumé du crime, Hossein Sakatar, conseiller du ministre de télécommunications iranien. Un des assassins, Ali Vakili Rehad, dont il n'est pas prouvé que l'identité soit réelle, arrêté en Suisse le 21 août et extradé en France, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté incompressible de 18 ans. Pendant son procès, il admet avoir été envoyé par le gouvernement iranien
pour tuer Chapok Bakhtiar, Ali Vakili Rad sera libéré le 18 mai 2010, au surlendemain de la libération de la Française Clotilde Reiss, retenue en Iran. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pourquoi nous n'avons pas rediffusé l'émission de samedi, c'est que nous envisageons de faire un magazine de l'émission de samedi, l'émission d'aujourd'hui et la prochaine émission, la prochaine émission que je vais vous présenter. Et je vais vous parler d'un très grand monsieur, monsieur Alexandre de Maranche, qui fut le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc le contre-espionnage, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec lequel j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs. Et il a sorti un livre que celui-là, avec Christine Ockrent, journaliste, qui est la compagne de Kouchner, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui a été ministre de la France. Et ce livre s'appelle « Dans le secret des princes ». Alors, en préambule, je vais vous dire qui était Alexandre de Marange. Alors, vous voyez ce livre-là, c'est Alexandre de Marange qui me l'a dédicacé. Et ça a été très bref. Son nom, c'est Alexandre de Marange, AM, et mon nom, c'est mon Pierre Alex. Il a mis tout simplement AM, tout MA. C'est tout. Alexandre de Marange, A. Alex Montpierre. Et c'est tout. Alors, qui était-il? Bien entendu, dans l'émission que je ferai samedi, je vais vous donner un plus grand détail de ce qui fut ce monsieur. Alexandre de Marange, engagé à 18 ans dans un régiment de cavalerie montée, résistance, passage en Espagne, séjour classique dans un camp, puis Afrique du Nord, où il rejoint le 2e régiment de Space, toujours à cheval, participe au combat contre l'Africa Korps dans le Rif, versé au 2e bureau de l'état-major général à Alger. Ensuite, campagne d'Italie, sérieusement blessé, devient l'aide de camp du général Juin, qui l'emmène en France. Il est alors chargé de la liaison entre Juin, De Gaulle et Eisenhower, commandant suprême des forces alliées. En 1946, refuse de se présenter à la députation comme lui proposait De Gaulle et rentre chez lui. Remet les affaires de la famille en ordre et travaille dans l'industrie jusqu'en 1970. En même temps, effectue de fréquentes périodes comme officier de réserve et de nombreuses missions au Moyen-Orient, au Proche-Orient et en Extrême-Orient. Il passe aussi par l'Institut des hautes études de la défense nationale. En 1970, appelé par Pompidou à la tête de l'ASDEX, où il reste jusqu'en 1981. L'ASDEX, c'est le contre-espionnage français également. Grand officier de la Légion d'honneur et l'un des très rares étrangers à avoir été décoré par la reine d'Angleterre de l'ordre de l'Empire britannique. Alors, il est dit ceci de ce livre. Cet homme, vous ne l'avez pas souvent ni vu ni entendu. Ce ne sont pourtant ni la lumière ni la verve qui lui font défaut. Il a longtemps exercé l'une des plus cruciales et des plus mystérieuses charges de l'État. Alexandre de Marange a dirigé près de 11 ans les services secrets français sous 2 présidents, Pompidou et Giscard d'Estaing. Ses interlocuteurs d'aujourd'hui sont les présidents, les rois et les puissants qu'il accepte de conseiller. Voilà.
Donc, la prochaine fois, je viendrai avec ce livre, avec quelques références encore plus particulières, pour mieux faire comprendre qui était ce monsieur, quel a été son rôle et pourquoi j'ai eu l'occasion de le connaître. Dans mon émission de samedi, je vous ai dit que j'avais été choisi par la délégation américaine qui était présidée par monsieur Jimmy Carter pour être le conseiller de la délégation américaine pendant la rencontre des chefs d'État entre Carter, Giscard d'Estaing, Schmitt et Callaghan. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré, bien entendu, à plusieurs reprises, M. Desmaranges, puisque c'est, comme je vous dis, le responsable du contre-espionnage français. Et je me retrouvais dans ce cas-là impliqué dans ce service. Et localement, il y avait un monsieur qui était responsable du contre-espionnage. Je vous ai dit son nom la dernière fois, je vous l'aurais dit. Il s'agissait de M. Claude Vaz, qui était responsable de la DST. Et ce monsieur avec lequel j'ai travaillé également, j'ai tiré un très grand profit de nos contacts et de nos relations. Alors, tout ça pour vous dire que ce qui se passe actuellement, c'est la conséquence de ce qui s'est passé ici en 1979. Parce que c'est ici que les 4 personnes dont je vous ai donné le nom tout à l'heure ont décidé de lâcher le Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran était, selon ce que je comprends, que j'ai compris et que je continue à comprendre, était peut-être le seul obstacle à l'islamisme que nous connaissons actuellement, puisqu'il s'était opposé à M. Khomeini, l'ayatollah Khomeini et toute sa clique, tous ceux qui étaient autour de Khomeini. Khomeini, comme je vous dis, avait été expulsé d'Iran, il s'était rendu à côté de Saddam Hussein, qu'il avait reçu, bien entendu. Mais quand Saddam Hussein a examiné qui il était, il a dit qu'il ne le garde pas en Irak, il l'a expulsé. Et c'est à ce moment-là que la France l'a accueilli à Neuf-les-Châteaux, où il est resté pas mal de temps. Et c'est là qu'il a conçu le coup d'État contre le Shah d'Iran et contre, évidemment, les Américains qui étaient en Iran. Parce qu'une fois que Khomeini est retourné en Iran, il a mené une bataille contre le Shah, qui était à son tour obligé de quitter l'Iran puisqu'il était malade. Et comme il avait été lâché par les Américains, et les Américains étaient persuadés que Khomeini ne les attaquerait pas en Iran, la première chose que les troupes de Khomeini ont fait, ils ont occupé l'ambassade des États-Unis en Iran. Et à partir de là, tout le monde est parti. Les Américains ont dû quitter précipitamment l'Iran. Et voilà la suite. Nous sommes en train de vivre la suite de ce qui s'est passé à cette époque-là. Le seul rempart qui a existé en Iran contre le système islamique, c'était le Shah d'Iran. Et malheureusement, pour des raisons troubles, pour le moins, il a été lâché par l'Amérique et par voie de conséquence, comme nous sommes liés à l'Amérique, la France a été obligée aussi de lâcher le Shah d'Iran, qui était pourtant un très grand ami de la France. Il venait souvent en France. C'était un gentleman, il venait, il vivait à la française. Mais, que voulez-vous, la politique fait qu'on est tenu de respecter des engagements pris. Et c'est pourquoi je vous dis que je refuse d'être un élu, parce que quand vous êtes un élu, vous devez respecter les règles du parti qui vous a fait élire. Et comme moi, je suis un libre penseur, et je veux être toujours libre pour dire ce que j'ai à dire, quand il faut le dire,
je ne peux pas être un élu dans le contexte actuel. Alors, le colloque qui a lieu en ce moment-là, qui a eu lieu récemment par l'université, c'était précisément pour débattre sur le devenir politique et institutionnel de la Guadeloupe. Je vous l'ai déjà dit, je suis un autonomiste. Donc, il imaginait bien que si la Guadeloupe devient autonome, je me mettrai au service du pouvoir de la Guadeloupe, quel qu'il soit. Mais je vous dis que ces choses-là, ce sont des choses qui doivent être pensées longuement, raisonnées, et ensuite on prend un engagement. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous ai dit que cette émission est enregistrée, mais vous allez le recevoir déjà tout de suite. Là, vous pouvez le recevoir sur Facebook et sur YouTube, puisque c'est systématique. Et vous pouvez directement voir déjà ce que j'ai dit aujourd'hui en direct sur YouTube et Facebook. Je vous souhaite donc de passer un bon week-end. Il pleut un petit peu, mais rassurez-vous, ce n'est pas le même mauvais temps que la semaine dernière et la semaine qui a précédé. Vous avez le loisir quand même de vous détendre un peu. Et j'espère vous retrouver, en direct samedi prochain dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.